Bonjour. Voilà, super, il y a le son, c'est génial. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je viens vous parler de une des trois expressions qu'il y a juste derrière moi, qui doit être solution bas carbone, si j'ai bien remarqué tout à l'heure ce qui avait été écrit sur le panneau derrière. Donc un peu moins de numérique, mais un peu plus de bas carbone, et un peu plus de bas carbone dans l'acte de construire. Ça passe notamment par les solutions du ciment et du béton. Et pour cela, je vais vous présenter quelques solutions, quelques leviers qui permettent de faciliter la décarbonation de la construction avec les solutions de ces produits. Le principe, c'est peut-être de repartir d'un socle commun. Comme nous avons un public forcément élargi, c'est rappeler 2-3 petits principes fondamentaux au départ, rapidement, et puis assez vite après balayer 3 leviers, 3 pistes de solutions qui permettent de bien pratiquer cette approche carbone associée à la réglementation environnementale 2020. Et puis, de façon encore plus intéressante, tout ça est illustré autour d'un exemple pratique qu'on va garder en fil rouge, et on verra ce que donne le résultat quand on agglomère ces leviers ensemble, aujourd'hui, à la fin. Rapidement, la décarbonation, ça part, et tout ça repose sur une analyse de cycle de vie. Une analyse de cycle de vie, ça permet, par cette méthode, notamment d'élaborer des déclarations environnementales de produits ou d'équipements. Et pour la partie européenne, on a eu la chance d'avoir une norme qui est reconnue et pratiquée dans nos 27 pays, qui permettent d'établir ces DEP et qui, pour la partie française, s'appellent des FDES, fiches de déclaration environnementale et sanitaire. C'est le petit terme sanitaire qui fait la différence avec nos voisins européens pour la plupart du temps. En tout état de cause, ce qui est considéré ici, c'est de faire le bilan des émissions qui sont associées à l'énergie consommée, aux matières premières dont on a besoin, à l'eau qu'on consomme également, tout au long du processus de la vie d'un produit. Et dans le cas de la construction, ce qui est important, ce sera après d'évaluer le bâtiment, qui est la somme de ces produits. C'est assez important de faire ça, on va voir pourquoi après. Il est essentiel d'avoir cette compréhension-là. Et puis on va adresser tout au long de ces étapes de production, de transformation, de mise en œuvre, de vie en œuvre et de fin de vie. On va faire le bilan de tout ce qui est émission, dans l'air, dans l'eau, dans le sol, avec différents critères selon une méthodologie qui est parfaitement établie. On va considérer les déchets, et puis on parlait de fin de vie, évidemment, on va considérer tout ce qui est valorisation en fin de vie. La valorisation, c'est de la valorisation énergétique, mais c'est aussi de la valorisation matière par différentes voies, dont le recyclage. Une fois qu'on a établi ce petit socle de partage, c'est avec ces FDES qu'on va pouvoir notamment travailler la réglementation environnementale 2020. Donc ça, c'est la grande nouveauté de l'année, qui est donc là depuis un an à peu près, dans l'univers de la construction, qui inclut désormais une approche carbone très importante, déterminante, assez nouvelle aussi. Et cette exigence-là, elle porte dans un premier temps sur des typologies de construction qui sont du résidentiel individuel, du résidentiel collectif, des bâtiments de bureaux et des bâtiments d'enseignement primaire et secondaire. L'enjeu pour ces typologies de bâtiments, ce sera d'abaisser les seuils progressivement depuis 2022 jusqu'à 2031 par des paliers de 3 ans. On va avoir bientôt l'extension de ces réglementations aux autres types de bâtiments, aux autres destinations d'ouvrages. Il y a des chiffres qui sont donnés par défaut. Vous en avez 2 courbes ici, qui sont portées sur le résidentiel collectif et le résidentiel individuel. Et c'est à partir de ces données de base, on peut moduler le score à atteindre en fonction d'un certain nombre de paramètres qui sont sur la partie droite de l'écran et qui sont liés à l'implantation, au contexte VRD, à la part de données par défaut, un sujet sur lequel on va revenir très rapidement, et puis bien sûr à l'implantation géographique du bâtiment. Si on fait juste, à titre d'exemple, une petite illustration sur la maison individuelle et le résidentiel collectif, vous avez des niveaux de variation qui peuvent être assez significatifs, simplement avec un critère qui est lié à la surface habitable totale du bâtiment. Et ça, ici, représenté sur les 4 échelons de cette réglementation qui va nous accompagner durant 10 ans. Au sein de Cimbéton, que je représente, donc l'ensemble des fabricants et adhérents, producteurs de ciment, mais aussi en lien très direct avec les acteurs du béton,
On a fait beaucoup d'études préliminaires pour se rendre compte de ce que ça allait donner, cette réglementation environnementale 2020. Et ici, je vous illustre l'une de ces études qui est portée sur une maison individuelle de 100 mètres carrés habitable qui n'a pas de sous-sol. Donc un cas d'études qui sont tous des cas d'études réels qu'on a ensuite éventuellement réimplantés, réétudiés. Ici, sur ce bâtiment, la cas d'étude réelle, il pèse complètement 607 kg équivalent CO2 par mètre carré habitable, ainsi que la réglementation environnementale le demande. Ça représente, pour le lot 3, c'est la partie grise qui est en bas, c'est-à-dire que là, sur la droite, vous avez l'ensemble des 13 lots qui sont à respecter dans le cadre d'une étude de modélisation RE 2020. Ces 13 lots comportent évidemment tous les éléments qui composent un bâtiment, et du bas vers le haut, vous avez la VRD jusqu'aux lots les plus techniques en haut, y compris la production locale d'énergie. La partie grise, c'est la superstructure. C'est là où généralement il y a le plus de béton dans nos solutions. Et ici, elle pèse pour 10% à peu près, 63 kg, donc pour les 607 du total. À titre d'illustration, vous avez en dessous la partie indice impact carbone de la consommation énergétique liée à un procédé durant la vie de l'ouvrage. Ici, le procédé, c'est une pompe à chaleur double service qui représenterait, par l'énergie consommée et les émissions de carbone générées avec, à peu près 50 kg. Donc ça met en perspective simplement nos 63 kg d'ossature, plancher, enveloppe. Et justement, de quoi je parle? Eh bien, dans le lot 3, je parle de ça. C'est-à-dire que la décomposition à l'intérieur de ces 63 kg, c'est essentiellement, et ce n'est pas une surprise, des parois pleines qui sont des planchers et des façades, avec quelques autres éléments comme les chaînages notamment, qui figurent sur le tableau. Vous avez 85% des impacts qui sont liés à ces éléments pleins qui ici composent notre maison individuelle. On a également fait le même schéma avec un logement collectif. On a pris un bâtiment ici que je vais illustrer, qui est un R+5 avec un niveau de sous-sol pour un peu plus de 2100 m² habitables. Ce bâtiment pèse ici 746 kg équivalent CO2 dans sa composition réelle. Et vous avez une partie qui représente cette fois-ci 25% dans le lot 3. Évidemment, on va regarder ensemble pourquoi. Ces 25%, c'est 188 kg équivalent CO2. C'est la situation de départ et c'est ça qu'on va essayer d'améliorer. De la même façon que tout à l'heure, à titre d'exemple, vous avez deux systèmes d'énergie qui ont été indiqués, simplement pour les mettre là aussi en perspective avec nos 188 kg équivalent CO2 correspondant à ce lot 3. Avant d'aller plus loin et pour faire le même zoom que précédemment, on va regarder de quoi est fait ce lot 3. Bien là aussi, évidemment, on va retrouver les parties pleines, les parties horizontales, les parties verticales, les planchers, les façades, les refends, qui cette fois-ci pèsent 90% dans ce cas-là présent. Et il n'y a plus que 10% pour l'ensemble des autres parties qui comportent des solutions béton. Les autres composants, les poteaux, les refends, les escaliers. Donc on voit bien où il faut agir. Avant d'aller rentrer dans le détail de comment on va agir, un petit point d'attention méthodologique. Je vous ai parlé des fiches de déclaration environnementale et sanitaire, et je vous ai parlé de la RE 2020. Alors il est essentiel de ne pas se contenter de lire la case réchauffement climatique dans une FDES, et éventuellement de la multiplier par une quantité, simplement pour présager et se préfigurer le résultat de la RE 2020. Pour ça, 3 motifs. Le premier motif, c'est la durée de vie de ce que vous regardez. La durée de vie conventionnelle d'une étude RE 2020, c'est 50 ans pour le bâtiment complet. La durée de vie des produits dans les FDES n'est pas de 50 ans. Elle dépend du produit concerné. Un revêtement de sol, c'est souvent autour de 10 ans, donc il va être renouvelé 5 fois. Une menuiserie, vous en avez plusieurs autour de 25 ans, ça va être renouvelé 2 fois. Les produits de structure, pour la plupart, quel que soit le matériau, c'est souvent 100 ans. Et là, on ne va pas les diviser par 2, on va comprimer sur 50 ans par un artifice de calcul. Donc si vous regardez que la case, vous n'aurez pas le résultat. C'est important. C'est juste une indication qui est intéressante, mais pas déterminante. Deuxième point, la méthode avec laquelle ils ont été faits. Les fiches de déclaration environnementale sont faites selon le standard européen, la NFEN 15804, qui est un standard d'ACV normé. Et la France, pionnière en matière de réglementation environnementale, la première en Europe à avoir imposé une exigence, a choisi une méthode de calcul différente qui s'appelle l'analyse de cycle de vie dynamique et qui ne place pas aux mêmes endroits un certain nombre de critères liés aux impacts carbone notamment.
Donc là aussi, vous avez des distorsions qui sont gérables, à la fois par les moteurs de calcul, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, si vous lisez la case de la FDES et que vous tentez d'avoir un aperçu de ce que ça va donner après, là encore, il y a une distorsion. Et puis le dernier point, c'est le module D qui correspond plutôt aux éléments qui vont venir après la fin de vie, en termes de valorisation. Je ne vais pas m'apesantir, ce n'est pas le sujet du jour, mais si vous voulez qu'on en parle, on pourra en reparler avec grand plaisir. Une fois qu'on a posé ça, on a 3 familles de solutions à vous proposer. L'utilisation des bonnes données, les bonnes pratiques, savoir choisir sa donnée environnementale en fonction de mon projet, la plus appropriée. Mieux comprendre les évolutions des formulations des bétons et notamment les progrès des ciments, parce que évidemment la filière des ciments est très engagée et très mobilisée pour cette transition écologique. On le verra à la toute fin. Et l'éco-conception au niveau du bâtiment, parce qu'il y a déjà des moyens qui permettent d'abaisser de façon assez astucieuse et assez pratique les impacts de vos bâtiments. L'utilisation des bonnes données, c'est aller recourir aux données des FDES qui sont placées sur la base INIES. Nous, dans les études qu'on a menées, tout secteur confondu, aujourd'hui, la base INIES ne comporte beaucoup de FDES, mais parfois pas encore suffisamment. Il faut compléter alors ou compenser par des données qu'on appelle données par défaut. Ces données par défaut ont été établies avec le ministère, elles sont pénalisantes, systématiquement. Et aujourd'hui, parce qu'il en manque encore pas mal, des informations, on est obligé d'aller chercher des données par défaut, et nous, c'est 46% de nos modèles, et ces 46% de données par défaut pèsent 63% des impacts. Donc cette roue de secours, qui est la donnée par défaut, n'est à utiliser qu'en roue de secours. Et il convient toujours mieux d'aller chercher la FDES collective ou individuelle d'un produit que vous choisissez pour avoir une information beaucoup plus fine, beaucoup plus proche de ce que vous allez obtenir en réalité. Ça, c'est le premier point, très important. Et pour illustrer ce premier point, si vous prenez la donnée par défaut dans INIES d'un mur à coffrage intégré de 20 cm, ça pèse presque 73 kg équivalent CO2. Si vous prenez la FDES collective, qui a été produite un petit peu après, les deux continuent de cohabiter, vous avez un impact qui est 31 kg en dessous, ce qui permet évidemment au mètre carré habitable de grandement améliorer le score. Pour vous y retrouver sur INIES, pour ceux qui ne sont pas familiers, vous avez des petites icônes en couleur qui vous permettent de repérer aisément s'il s'agit de FDES collective, individuelles ou de données par défaut. Donc n'hésitez pas à vous en servir, elles sont là pour ça, et les industriels en produiront de plus en plus. Choisir la bonne approche aussi quand on fait un béton armé, pour la prise en compte des armatures, c'est là aussi aller chercher la bonne info. Si vous souhaitez par exemple faire un voile de 16 cm avec 45 kg d'armature, vous avez aujourd'hui 4 façons de vous y prendre. La première, c'est de prendre la FDES disponible dans INIES, qui ne correspond pas exactement à la 50 kg d'armature. On va la prendre en référence, elle est à 43 kg et 0,5. Et si on prend dans la FDES disponible dans INIES pour 1 m3 de béton qui n'est pas affecté à l'usage de voile de 16 cm, là la nuance est subtile. On a créé 1 m3 de béton armé basique qui peut servir à plein de choses. Et puis on a créé des FDES plus détaillés, dédiés à des fonctions dans le bâtiment. Donc plus ajustés en termes d'opérationnalité aussi. Et là, il y a une petite delta de 0,4 kg au mètre carré. Puis vous avez la troisième solution, c'est de prendre le mètre cube de béton non armé, qui sert à plein d'autres choses, notamment dans une construction, et de lui ajouter la donnée par défaut des armatures, très pénalisante elle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là, vous avez une dérive complète avec plus 17 kg au mètre carré pratiquement. Le mieux étant d'avoir recours aux configurateurs qui ont été mis en place par la profession. Je vais y revenir, vous les avez bientôt. Et là, c'est le configurateur Betty pour le béton prêt à l'emploi qui vous permet de gagner presque 1 kg par mètre carré avec ce type d'approche, en ayant le voile de 16 et nos 45 kg d'armature, ce que vous souhaitez pour votre projet. Troisième point pour les bonnes données, je vous invite à regarder la distance de livraison. Les FDES sont moyennées France, elles sont toutes à 18 km à peu près du chantier. Dans de nombreuses opérations, vous pouvez être plus proche. Et dans ce cas-là, quand vous êtes plus proche, vous pouvez abaisser votre impact carbone. Exemple ici, avec l'ensemble du béton prêt à l'emploi qui correspondait à notre bâtiment collectif résidentiel tout à l'heure. La distance FDES, ça nous donne 274 partout sur le territoire. Si je sais où je suis et que je trouve des centrales à 6 km, je gagne à peu près 5 kg équivalent CO2 par mètre carré habitable. 6 km, c'est ce qu'on a dans la plupart des cercles de métropole française. Vous avez des outils pour vous y retrouver qui sont tous gratuits, disponibles. Vous avez des adresses InfoCiment qui peuvent vous guider à les retrouver.
Vous tapez Betty ou eBay Environnement sur votre moteur de recherche favori et vous trouvez rapidement comment vous y inscrire gratuitement. Le premier, c'est simplement un guide, un annuaire qui vous permet de savoir, quand vous modélisez, quels sont les éléments du béton qui sont aujourd'hui disponibles. On est en train de l'actualiser, il est un petit peu en décalage d'Ignies, mais vous l'aurez à jour dans pas très longtemps. En tout cas, il est déjà utile. Et puis, vous avez deux configurateurs qui sont compatibles RE2020. L'un pour le béton prêt à l'emploi, c'est Betty. L'autre pour les solutions de préfa béton, c'est eBay Environnement. Ces outils vous permettent d'optimiser, de personnaliser vos impacts environnementaux à partir de données fiables posées sur Ignies par rapport à votre projet, dans un certain contexte. C'est ce qu'on a vu juste avant avec l'exemple du voile et des armatures. Deuxième point, les formulations de béton. On évolue tout le temps. Quand vous tapez sur vos moteurs de recherche, vous trouvez des chiffres qui n'en peuvent plus. Il y en a plein partout. Là, c'est les chiffres avec les FDES au format A1. Le ciment moyen français pondéré en fonction de ses quantités de toutes les solutions, puisqu'il en existe tout un éventail, c'est 634 kg équivalent CO2 par tonne produite aujourd'hui. Les impacts carbone de ce ciment sont pour 2/3 la transformation même du produit chimiquement, avec la libération du CO2, et la montée en température pour un petit tiers, c'est-à-dire l'énergie consommée dans le four, pour faire très simple. Quand on dose notre ciment à 260 kg, on obtient un mètre cube de béton qui pèse 200 kg équivalent CO2 par mètre cube. C'est avec des chiffres plus faciles à retenir comme ça. On peut évidemment changer le dosage. Et puis on rajoute des armatures qui pèsent à peu près pour 50 kg, donc on a 20% d'impact acier et on a 250 kg. Voilà, ça c'est des valeurs qui sont à peu près moyennées, typiques par rapport aux pratiques aujourd'hui. Maintenant, il faut améliorer tout ça. Pour améliorer tout ça, on va faire appel à des ciments qui vont être évolués, qui vont être nouveaux, qui correspondent à des normes qui sont elles-mêmes nouvelles, qui ont été mises à jour depuis peu. Il y en a même une prochaine qui devrait sans doute sortir d'ici la fin de l'année. La norme béton a suivi en novembre 2022, donc tout ça est parfaitement compatible avec les cahiers des charges des maîtres d'ouvrage. Et on voit qu'aujourd'hui, notre 634 que vous avez tout à droite correspond à tous les éventails que vous avez à gauche. Le CEM1, c'est le plus classique, c'est le plus ancien, il est un peu moins usité, c'est le plus émetteur. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui correspondent au CEM2 que vous avez à gauche. Et il y a toute une panoplie de nouveaux ciments avec des mélanges qui font appel à du clinker, qui est le produit de base souvent, mais avec des mélanges qui s'associent avec des composés de type laitier, de type argile, de type cendre, etc., qui permettent, soit par des combinaisons à 2, soit par bientôt des combinaisons, et même nous désormais déjà des combinaisons à 3 produits, d'abaisser le taux de carbone émis par ces ciments. C'est en marche. L'autre solution, c'est de bien appliquer ce qu'est un béton bas carbone. Alors en fait, un béton bas carbone, c'est une expression qu'on utilise tous, mais qui n'est pas définie. Elle n'est pas normalisée. On est en train d'y travailler. Il y a déjà une proposition qui est proposée par le syndicat du béton prêt à l'emploi et qui l'a mis en rapport avec la caractéristique d'usage de ce béton, la classe de résistance, la classe d'exposition et évidemment la zone géographique dans laquelle ce béton est implanté. Vous avez un petit schéma en bas qui permet de signifier que, grosso modo, par rapport à un béton de référence courant, le béton bas carbone selon le SNBPE commence à partir de moins 10% de carbone. Aujourd'hui, quand vous allez sur les sites internet de tous les fabricants, vous avez des bétons à moins 20, moins 30, moins 40 et même parfois au-delà. L'intérêt, pour illustrer ce que je viens de vous dire, c'est quand on prend un cas courant, une dalle de 20 cm avec un béton en C25-30 XC1, donc un béton très courant, un dosage relativement courant d'armature également. Le plus couramment utilisé, c'est le CEM2AL. Pour ce type d'ouvrage, on va avoir 52 kg équivalent CO2 par mètre carré habitable. Si je change simplement le ciment, vous voyez qu'avec un certain groupe de solutions, vous avez des solutions autour de moins 4, moins 5 kg au mètre carré. Avec un autre groupe de solutions, vous avez autour de moins 10 kg au mètre carré, moins 9 à moins 11. Et puis vous avez les plus performants qui peuvent vous entraîner jusqu'à moins 16 à moins 18 kg équivalent CO2 au mètre carré. Ça se prépare, ça se conçoit et ça se fait avec l'ensemble de la chaîne de valeur, vos maîtres d'œuvre, votre fournisseur, votre centraliste, pour arriver à ça. Dernier volet,
L'éco-conception du bâtiment, c'est la plus complète. On va tout de suite illustrer les classes d'exposition du béton dont on vient de parler, avec deux exemples, un voile de 18 cm et une dalle pleine. Un élément vertical, un élément horizontal. Si j'utilise plutôt un XC1 qui correspond à une classe d'exposition en intérieur moins exposée qu'un béton XF1, eh ben, je vais gagner à peu près 2 à 3 kg équivalent CO2 au mètre carré. Oui, évidemment, ça demande un choix, une prescription et une organisation de chantier adaptée. C'est pas infaisable non plus. Optimiser les épaisseurs des composants. Et oui, c'est arithmétiquement le plus rapide. Si j'utilise un voile de 16 à la place d'un voile de 18 en façade ou un voile de 18 à la place d'un voile de 20 en refend, avec les compositions qui vous sont proposées, qui sont des bétons extrêmement courants, ben on gagne très très vite 5 kg. C'est simplement une résolution arithmétique en réduisant la taille. J'économise la ressource, donc j'économise les impacts carbone qui vont avec. On peut aussi substituer aux éléments coulés en place des éléments préfabriqués. Ici, vous avez une illustration avec des éléments de maçonnerie utilisés en façade, où on va substituer au voile de 16 cm, toujours avec notre mode béton courant, ici à 43,5 kg pour le voile de 16. On lui substitue soit des blocs béton en pose maçonnée, soit des blocs béton en pose collée. Et à chaque fois, on garde la finalité, c'est-à-dire qu'on compense la solution en termes de structure, d'acoustique ou de feu, vous le verrez dans un autre exemple, de façon à garder et à parler de la même chose, et pas simplement du produit seulement. Ici, en gardant la même qualité avec un B40 de 20 cm, mais avec les chaînages et les linteaux faits en béton, on gagne à peu près 24 à 25 kg équivalent du mètre carré avec ces solutions constructives. Une autre solution, alors ça c'est moins préconisé en France, mais ça marche bien dans beaucoup de pays, notamment du nord de l'Europe, c'est de réduire la section des poteaux quand on monte dans les étages de bâtiments multi-étagés. Oui, ça paraît évident, comme ça il n'y a pas de raison que le poteau du haut porte la même chose que le poteau du bas, donc il n'y a pas de raison qu'il soit aussi gros. C'est simple à dire, mais c'est rare à faire. Et ici, on vous propose une solution sur 9 niveaux, avec des paquets de 3 simplement, donc 3 sections suffisantes qui se réduisent en montant, avec une évolution de la composition du béton et de ses armatures pour garder des propriétés notamment structurelles. Et là, ce qui est intéressant, c'est de se dire, quand je fais le calcul que vous me dites, ça ne marche pas au niveau du produit. Quand je fais mes quantités seulement, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas, vous avez raison. C'est marqué là, plus 25 kg. Mais ce n'est pas le produit que vous livrez à votre client, c'est un bâtiment. Et quand vous avez réduit vos surfaces, vous avez aussi libéré de la surface à votre client. Donc votre division, elle ne se fait pas par la même surface utile dans votre permis de construire, elle ne se fait pas par la même surface utile livrée à votre client, et donc pour lui, ce n'est pas non plus la même surface utile à vendre, accessoirement. Et quand vous faites ce ratio-là, alors vous pouvez aller gagner jusqu'à peu près 2 kg équivalent CO2 au niveau du bâtiment. Donc ne faites des appréciations préliminaires des produits, si vous le souhaitez, je ne peux pas vous en empêcher. Mais veillez régulièrement à pousser la solution constructive jusqu'au bout et à vérifier que vous avez l'ensemble des exigences. Aujourd'hui, on nous parle tellement de carbone que c'est comme si vous alliez à l'opéra voir le lac des Cygnes avec seulement la danseuse principale qui était sous les feux des projecteurs, mais tout le ballet, par contre, vous ne voyez plus la structure, l'acoustique, la thermique, ils ont disparu. Hein. C'est écran noir sur la scène. Attention à ne pas oublier qu'il y a aussi le reste. Voilà, optez pour le système préfa, ça marche aussi pour les planchers. On peut imaginer, là vous avez une illustration, il y a toute une déclinaison de plancher que je vais feuilleter avec vous là rapidement. Une dalle pleine, c'est toujours la même tout en haut, vous allez voir de sujet en sujet. Ici, on alterne avec un plancher poutre élourdi, faux plafond acoustique de 10 cm, plaque de plâtre suspendue. Vous avez dans la petite case la totalité de tous les éléments qui composent le plancher substitué à la dalle pleine, pour vous montrer qu'on a bien toutes les informations qui sont embarquées dedans. Et ici, on va gagner 14 kg ou 17 kg si on va chercher un ciment basse émission de carbone. D'autres variations pour des immeubles à usage tertiaire. On peut utiliser par exemple un plancher caissonné en bâtiment tertiaire qui repose sur 4 piliers. Donc là, on va trouver une dalle pleine de 20 et à la place une dalle caissonnée de 25. Donc oui, en périphérie, ça fera un peu plus de façade. C'est inclus dans le calcul. Et on a malgré tout un gain de l'ordre de 10 kg.
On peut utiliser des dalles alvéolées, donc là on retrouve la même épaisseur. Une dalle de 20 va être remplacée par une dalle de 16 avec une dalle de compression de 4 cm. Et on va aller gagner toutefois 3 kg équivalent carbone. Donc il faut vraiment jongler avec toutes les solutions qui sont proposées aujourd'hui pour essayer de vous adapter à votre projet. Vous pouvez utiliser aussi des dalles alvéolées avec des dalles de compression quand vous avez des grandes portées, plutôt que des dalles pleines fortement armées et avec des ciments un peu émissifs. Ça vous fait gagner quand même significativement des kilos équivalents carbone par mètre carré délivré client. Là, c'est à l'image du poteau, une section de poutre qui peut être changée. Je ne vais pas m'appesantir sur celle-là. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de me dire, voilà, on a une batterie utilisation de données, on a une batterie utilisation des formulations des bétons et des ciments disponibles, et on a un peu d'éco-conception avec un peu d'astuce. Si je prends mon bâtiment de tout à l'heure, notre bâtiment, on avait vu ensemble qu'il y avait 3 leviers, donc, qu'il y a 3 typologies d'ouvrages les plus impactants, les planchers, les façades et les refends. Alors on va essayer de pratiquer nos 3 leviers dans ces 3 catégories-là, en adaptant la distance au transport, en allant chercher bien sûr les bonnes données environnementales, en trouvant une formulation cas d'école, qui n'existerait pas dans la réalité, mais qui est un mixte entre un ciment un peu plus performant, ici un CEM2BL à 50%, et un CEM3A plus performant. Donc on n'a pas poussé le vice d'aller chercher le meilleur de la classe, on a essayé de faire un truc un peu hybride, mais on a la version meilleure de la classe, si vous voulez la découvrir, je vous invite à revenir vers moi. Et puis on a les leviers 3 avec en façade les 3 niveaux supérieurs, on va utiliser des solutions préfa pour la façade, pour les planchers. Et puis sur toutes les hauteurs, en refend, on va réduire notre refend de 20 qui sert à rien à un refend de 18 qui fonctionne très bien. Donc nos 188 kg équivalent carbone de tout à l'heure vont permettre de gagner 16 kg sur la façade, 6,6 sur le refend et 28,8 sur les planchers. Ces 51 kg, aujourd'hui, vous pouvez les gagner sur tous vos projets. C'est 27% d'abaissement du lot 3, vous pouvez les chercher sur tous vos projets. La plupart de nos bâtiments aujourd'hui passent le seuil 2022. Avec ces solutions-là, on est, selon les cas, en dessous du 2025 ou pas loin du 2025 avec le seul lot 3 du béton. Et je vous rappelle qu'il y en a 13 des lots. Donc le béton a engagé son boulot, a engagé sa piste d'amélioration et c'est pas fini. Il y a un long chemin à accomplir. On va l'accomplir avec vous, maître d'ouvrage, avec vous, concepteur, avec vous, entreprise de construction. Mais on voit bien aussi que c'est un effort collectif et que c'est toute la chaîne de valeur qui va devoir s'y mettre dans les acteurs, mais tous les lots aussi qui vont devoir s'y mettre ensemble. Les perspectives du ciment, elles existent. Il y a une feuille de route officielle qui a été déposée il y a un peu plus d'1 an, qui aujourd'hui s'engage sur un abaissement de moins 24% d'émissions de CO2 en 2030, donc la fin de notre premier volet de RE 2020, et puis moins 80% en 2050. 3 grandes parties aujourd'hui pour la première étape. Les évolutions d'amélioration d'efficacité énergétique, avec des changements sur les refroidisseurs de four, avec des tours de précalcination, qui vont contribuer à l'amélioration. Pardon. Avec le remplacement de combustibles fossiles, aujourd'hui, c'est des pratiques qu'on fait déjà, qu'on a déjà, mais qu'on va intensifier. On va réduire cet impact. On va continuer d'utiliser des emballages, des biens de consommation, des éléments de biomasse, et parfois même des déchets ultimes d'autres industries, sans quoi on aurait bien du mal, des fois, à savoir ce qu'on en ferait si les cimentiers n'étaient pas là pour les brûler. Donc on fait de la valo énergétique, on fait de la valo matière, on fait ça bien, et on va continuer de le faire plus encore. Et puis les ciments à basse teneur en clinker, c'est toute une gamme de substitutions, y compris ce que vient de dire le prédécesseur, avec des ajouts notamment. Donc on va utiliser toutes ces solutions-là pour abaisser l'empreinte carbone du ciment et donc abaisser l'empreinte carbone des bétons. Et puis au-delà, il y a des projets qui sont déjà en recherche, qui sont parfois en développement ou en exploration sur des techniques comme le captage de CO2, le stockage de CO2, la minéralisation. Je ne vais pas tout vous dire parce que tout ça est en recherche, en développement et va s'étaler sur les 30 années à venir. Mais en tout cas, le ciment est déjà bien conscient et bien engagé dans cette mutation. Les bétons le sont aussi. Donc n'hésitez pas à bien comprendre et croire que tout ça va pouvoir se faire ensemble, avec vous et avec un matériau que vous connaissez, qui vous est cher depuis bien longtemps. Donc le béton est là depuis longtemps et il devrait être là encore pendant quelques bonnes dizaines d'années. Voilà.
Les perspectives, je viens de vous les énoncer. Si vous avez des questions, vous scannez le QR code, vous prenez mon adresse email et je suis là pour répondre à toutes vos questions aujourd'hui et dans tous les mois à venir. Pour vos projets, pour vos évolutions, pour vos compréhensions. Merci beaucoup. J'ai été très clair ou vous avez très faim? En tout cas, je vous souhaite un bon salon à tous et j'espère vous avoir. Mais oui, une question, merci. Alors attendez, je vais m'approcher. Donc la question porte sur les aciers. Effectivement, alors les aciers, ça c'est, je dirais, c'est plus le côté ArcelorMittal et ses petits camarades qui doivent travailler. Aujourd'hui, il y a l'Association française des armaturiers qui est en train de produire une FDES des armatures qu'on attend avec une impatience non dissimulée pour déjà améliorer la donnée par défaut. Il faut aussi voir comment vont être pris en compte un certain nombre d'évolutions de la production sidérurgique. C'est un monde que je connais parce que je l'ai fréquenté il n'y a pas encore très longtemps, pas mal de temps. Donc ils y travaillent. Aujourd'hui, dans les armatures, c'était pas forcément. C'est des aciers souvent fournis sur des bases électriques, avec des fournitures des créations d'arcs électriques de l'acier. Donc c'est plutôt des aciers basse émission déjà. Néanmoins, je sais qu'ils ont des pistes d'amélioration en vue, en pratique. J'attends avec impatience qu'ils fournissent la fiche de déclaration environnementale et sanitaire. C'est pour l'instant la seule chose que je peux vous dire.